Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, hein. Vous l'attendiez tous, il s'agit tout simplement de la sortie officielle de la version 4.0 de Blender, disponible totalement gratuitement au téléchargement sur le site officiel de Blender, sur Steam, sur différents stores. Donc le lien sera dans la description. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu des fonctionnalités nouvelles de cette version 4.0. Il y a des mises à jour majeures, il y a des mises à jour mineures qu'on passera un petit peu plus vite. En ce qui concerne les mises à jour majeures, ce qui est intéressant, c'est que les fonctionnalités sont assez cool, mais ça va remettre en question certains fonctionnements, certains process qu'on avait quand on réalisait des projets sur les versions précédentes de Blender. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Je suis sur le site de Blender, sur le patch notes. J'ai en parallèle la dernière version de Blender, la 4.0, donc je peux vous afficher le splash screen, voilà à quoi ça ressemble. Peut-être que je ferai 2-3 allers-retours pour des fois vous présenter un petit peu plus simplement et vous montrer directement dans le logiciel à quoi ça ressemble. Mais voilà, la plupart des choses, on va les lire sur le patch note et ensuite je ferai des vidéos un petit peu dédiées aux nouveautés. Donc je vais scroller un tout petit peu pour atteindre les premières fonctionnalités nouvelles, les premiers changements en ce qui concerne le shader. Donc la catégorie shading, c'est quoi? C'est tout ce qui va toucher aux matériaux. Vous allez voir qu'on a aussi une catégorie sur le rendu. Les deux sont étroitement liés quand même, hein, mais on a eu beaucoup de changements à ce niveau-là. Alors le premier changement en fait majeur qui va vous sauter aux yeux lorsque vous allez lancer Blender, qui n'est pas forcément défini ici dans le patch notes, si on fouille un petit peu on va le trouver, mais ils n'ont pas vraiment fait de screenshot dessus, c'est le nouveau Principal BSDF qui est le shader de base tout simplement de Blender proposé par défaut, qui est réduit comparé à ce qu'on avait à l'époque. À l'époque, on avait un truc qui était vraiment étiré, on avait tous les paramétrages exposés par défaut. Là, ils ont factorisé les valeurs, ils ont regroupé en catégories, donc ça c'est pas mal. Et surtout, ils ont mis en évidence par défaut tout en haut, toutes les entrées, tous les attributs propres à un workflow PBR. Donc on a le base color, le métallique, la roughness, l'UR et l'alpha. Donc ça c'est ultra intéressant et la normale également, ne pas oublier. C'est ce qu'on utilise 95% du temps à chaque fois quand on fait des matériaux basiques. Quand on va faire des matériaux un petit peu plus poussés, on ira chercher les paramétrages spécifiques en dessous. Donc ça c'est une première chose. Il faut s'y habituer. Au début, les changements sont un petit peu costauds. Vous allez peut-être devoir chercher certains attributs, mais une fois que vous allez prendre en main, vous allez voir que c'est quand même beaucoup plus rapide. Avantage, c'est que si vous ouvrez un ancien projet Blender, en théorie, le shader reste compatible, il va automatiquement vous le convertir. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Ils ont fait une très grosse nouveauté. Ils ont réindexé l'ordre d'interprétation des paramétrages d'un shader. Je m'explique. À l'époque, lorsqu'on voulait faire par exemple une vitre, une certaine vitre avec des LED par exemple, c'est l'exemple qu'il y a juste en dessous, hein, avec ce qu'on appelle du coup du coat, mais on avait un rendu un petit peu bizarre parce que Blender il essayait de tout interpréter en même temps, il n'y avait pas vraiment de sorte de layer d'ordre d'interprétation. Là c'est ce qu'ils ont fait. Donc par défaut, la sous-couche, on va appeler ça comme ça, c'est tous les paramétrages de diffuse, de subsurface, de métal, de transmission, d'émission, de spécular par-dessus le diffuse et le subsurface qu'on a vu juste avant. Au-dessus, on a du coat. Donc le coat, c'est quoi? C'est le vernis. Et encore au-dessus, on a le sheen. Le sheen, ça peut vous permettre de simuler des microfibres, donc soit du tissu, soit de la poussière. Et du coup, avec cet ordre d'interprétation qui a été réévalué, on peut avoir des matériaux beaucoup plus réalistes, sans tricher avec différents mix shaders, add shaders. On devait faire des masques, c'était un petit peu compliqué. Là, tout ça par défaut, ce sera interprété de manière physiquement juste. Donc ça, c'est vraiment cool. En ce qui concerne le coat, justement, vous voyez, le coat, le layer du coat a été placé tout en haut en termes d'interprétation des layers. Ça veut dire qu'avant, on avait ceci, si on voulait réaliser, voilà, par exemple, là, c'est ce qu'ils mettent, hein, une texture émissive derrière une glace, comme un écran de téléphone, mais on avait ça, vous voyez, là, ça manque un petit peu de punch en termes de reflet. On a l'impression que tout se fait sur le même layer, sur le même calque. C'est pas très beau, alors que maintenant, on a vraiment l'illusion d'avoir une vitre par-dessus grâce au code qui est interprété par-dessus les layers de diffuse, de specular, de subsurface, de transmission, etc. et d'émission dans notre cas. Et ça, c'est ultra intéressant. Donc, vous n'avez rien à changer de votre côté quand vous faites le shader. C'est Blender automatiquement qui a changé son ordre d'interprétation. Donc ça, c'est vraiment cool. On a également un nouveau shader qui s'appelle Sheen, qui était présent avant également, mais qui a totalement changé. Maintenant, on a trois paramétrages. On a le poids, la roughness et la teinte. Donc le poids, c'est une sorte d'intensité. Vous voyez que plus on va aller vers la droite, plus on va avoir un tissu avec des petits reflets dans les cavités. Donc ça peut être assez intéressant. On a pareil la roughness qui va permettre d'étaler plus ou moins
ces sortes de réflexions de mon tissu. Et on a la teinte qui permet de changer des variations de teinte, pareil, dans les petits décrochages de notre topologie qui réagit automatiquement en fonction du shader. Donc ça, au premier abord, ça sert à quoi? Ça peut servir à faire des tissus, par exemple, c'est ce qu'on a exactement ici. Mais vu que ça va rajouter, vous voyez, une surcouche supplémentaire tout en haut de notre pile de layers, notre stack dans notre shader, ben, on peut également donner un effet de poussière. C'est exactement ce qu'ils font ici. Avec un Shin à 0, vous voyez, on a une réflexion très neutre, très uniforme. C'est pas forcément réaliste parce que ça va pas accrocher la lumière comme ça le ferait dans la vraie vie. Là, on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, comme si en fait on avait un petit peu de poussière, un petit peu de matière qui avait été déposée, en étalant un petit peu nos réflexions sur notre objet. Et c'est là qu'on va devoir jouer un petit peu avec la roughness. Donc vous voyez, traditionnellement parlant, le Shin avait été utilisé pour du gloss, mais maintenant il peut être utilisé pour ajouter de la poussière sur des matériaux de manière arbitraire. Donc ça peut être également ultra intéressant. Donc il y a encore d'autres modifications dans le BSDF, vous pouvez creuser un petit peu en détail, mais nous on va continuer parce que sinon on ne pourra pas tout voir. Des changements en ce qui concerne le color management. Donc le color management, vous savez ce que c'est les interprétations, du moins les espaces colorimétriques et les interprétations présentes dans Blender en termes de couleurs. Donc ça va vraiment avoir un impact sur vos shaders, mais surtout sur le rendu. Donc le shader, c'est plutôt pour anticiper un petit peu de quelle manière on utilise des maps pour les traiter avec différents espaces colorimétriques. Mais là, c'est surtout le rendu qui a changé. On avait déjà le filmic qui était pas mal, pardon, qui permettait d'avoir un espace colorimétrique un petit peu plus étendu comparé au standard de base. Donc ça permettait d'avoir des rendus un petit peu améliorés. Là, on a une nouvelle notion qui s'appelle l'AGX, qui est encore un nouvel espace colorimétrique et qui va notamment réagir beaucoup mieux lorsqu'on va avoir des zones très saturées en termes d'éclairage. Vous voyez, ce qu'on a dans le filmic, c'est pas réaliste. Dans la vraie vie, quand on a une source lumineuse qui est de plus en plus intense, mais elle va tendre vers quelque chose de plus en plus désaturé, de plus en plus blanc. Là, c'est pas le cas. Et pareil dans les réflexions. Vous voyez, si je regarde l'AGX, on a deux choses qui changent considérablement et qui rajoutent beaucoup en réalisme. C'est l'émission de notre objet qui va tendre vers le blanc parce qu'il est de plus en plus intense. C'est ce qu'on a ici. Et c'est également les réflexions qui sont beaucoup moins teintes en jaune comme on avait sur le filmic. Là, on a quelque chose qui tend un petit peu plus vers le blanc et ça va rajouter un réalisme. Et ça, c'est beaucoup mieux. Donc vous pouvez switcher facilement de l'AGX au filmic. Alors ça se passe où? Je vous montre de suite. Je vais passer en Cycles. Je vais aller tout en bas dans le Color Management. Et on a ici par défaut le View Transform. Avant, on était en filmic. Maintenant, le défaut, c'est AGX. Donc rien ne vous empêche de switcher d'un à l'autre si pour une raison X ou Y, vous ne voulez pas travailler en AGX. Mais voilà, maintenant c'est proposé par défaut. On a également différentes informations qui sont présentées en bas des comparatifs. On a le standard. Alors le standard, c'est la pire des solutions, c'était l'espace colorimétrique, enfin du moins l'interprétation des couleurs présentes avant par défaut dans Blender. Vous voyez, on a des zones qui sursaturent, qui crament un peu, ça manque d'informations. On avait le filmic qui déjà nous donnait un résultat beaucoup plus concluant. On a l'AGX qui est encore amélioré. Mais on perd un petit peu, vous voyez, en termes de saturation et de contraste. Et du coup, on a l'AGX avec le filtre Punchy qui nous permet de regagner un petit peu plus de couleurs comme on avait sur le filmic tout en profitant de l'avantage de l'AGX. Donc ça, c'est pareil. C'est tout simplement un truc qui est présent dans le look. Vous voyez, on a un Punchy qui a été rajouté ici et qui permet de retomber sur le résultat que vous avez sous les yeux. Donc en touchant un petit peu à toutes ces valeurs-là, vous pouvez potentiellement avoir un résultat qui est beaucoup plus concluant. Vous avez également les notions d'exposure et de gamma, donc d'exposition et de gamma qui sont présentes juste ici. Et sinon, dans le compositing, vous pouvez encore retoucher tout ça, il n'y a pas de problème. Donc il y a même des vidéos qui démontrent un petit peu tout ça, si vous voulez regarder. Ils ont changé considérablement le node de Voronoi, donc maintenant on a beaucoup plus de possibilités. Avant on avait beaucoup moins d'options. Maintenant on a les détails, la roughness, la lacunarity, la randomness qui étaient présentes avant. Mais vous voyez, à partir d'un noise Voronoi, alors j'appelle ça noise Voronoi alors que c'est juste du Voronoi, mais du coup, petit lapsus parce qu'en fait on retrouve les paramétrages qu'on a déjà dans le noise ou dans le Musgrave par exemple. Avant on était obligé de mélanger les deux, le Voronoi était très peu poussé. Donc si je voulais avoir le pattern, vous voyez, que j'ai juste ici ou en fond, qui rend super bien d'ailleurs, ben, j'étais obligé de prendre un Voronoi, de changer un petit peu l'échelle, la randomness, de multiplier, d'additionner, de soustraire à ce que je veux, par exemple un noise ou un Musgrave pour obtenir le résultat que j'ai sous les yeux. Maintenant, avec un seul node Voronoi, je
peux obtenir quelque chose beaucoup plus détaillé. Donc ça, c'est ultra intéressant. Nous avons quoi encore? Le Missing Link en Cycles. Ça, c'est peut-être la fonctionnalité la plus intéressante. Et je me demande pourquoi elle n'était pas déjà présente. Je vous avoue que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans les logiciels, qu'on utilise systématiquement dans le milieu professionnel quand on fait de l'éclairage et du rendu. C'est tout simplement le Light Linking. Alors, le Light Linking, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous permettre d'indiquer à Blender que tel et tel élément est impacté par une light ou non. Donc je pourrais très bien avoir une scène avec différents éclairages, imaginons un décor et un personnage, comme on a juste ici, et dire ben en fait, je veux que ma rim light impacte uniquement mon personnage, mais pas le décor. Ou alors on a la même chose pour les shadows, je veux que la light numéro 1 éclaire mon personnage, mais ne caste pas d'ombre sur mon personnage, mais par contre sur le décor je veux un traitement différent. Donc pour faire simple, ça permet vraiment de définir des sortes de liens, des contraintes d'éclairage et d'ombre entre les lights et les éléments. Donc ça permet de faire des éclairages très custom et beaucoup plus poussés. C'était ultra galère pour faire ça à l'époque, on était obligé de passer par des layers, par différents rendus qu'on devait recompositer après, c'était ultra compliqué. Donc là vous voyez par exemple, il a dû enlever les area light qu'on a dans les yeux avec le light linking. Donc on peut faire plein de choses. Vous voyez par exemple aussi ce petit éclairage là, c'est exactement l'exemple que je vous disais. Imaginons que ça ce soit la light, la rim, donc la backlight qui vient derrière le perso. Mais ça m'embêtait de l'afficher également sur cet objet là. Moi j'aimerais qu'il éclaire uniquement mon perso, mais pas de souci. Avec le light linking je lui dis tu éclaires uniquement le personnage mais pas ma branche. Et automatiquement j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça permet d'isoler des éléments et de les contraindre à certaines géométries et certaines lights. Et ça c'est vraiment cool. Et on a la même chose comme j'ai dit pour les ombres. Alors des petites améliorations également pour le path guiding, pour tout ce qui est glossiness. On a maintenant quelque chose qui réagit beaucoup mieux. Bon ça c'est à tester. Apparemment ça va également beaucoup plus vite. On a un nouveau tool. Alors ça c'est quoi? Le Node Tool c'est tout simplement quelque chose qui vous permet dans le Geometry Node. Souvenez-vous avant, le Geometry Node permettait, et permet toujours, par défaut, si je vais ici dans Geometry Node, si je fais New, par défaut on est en catégorie Modifier, c'est-à-dire que là, il m'a créé un modifier sur mon objet de type Geometry Node. Mais moi, imaginons que maintenant, je vais créer un tool. Un tool, c'est quoi? C'est exactement la même chose, sauf que c'est quelque chose qui va s'appliquer en mode édition. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si là, je fais, par exemple, un Extrude Mesh, voilà, et je fais un Subdivision. Subdivision Surface. Tac! Je fais ceci. Mais maintenant, quand je passe en mode édition, en haut, je vais avoir mon tool, qui s'appelle tool par défaut parce que je ne l'ai pas nommé. Et si je clique dessus, il va exécuter ceci. Du coup, je peux l'exécuter autant de fois que je veux. Ça, c'est très cool. Parce que du coup, en mode édition, on peut bien évidemment se baser sur une sélection. Donc, on a notre sélection qui permet de contraindre à la sélection de mon objet. Et c'est quelque chose que j'ai directement accessible en Edit Mode et je ne suis pas obligé de passer par un modifier. Donc, ça va peut-être être un peu ambigu la différence. Les modifiers, on va souvent travailler sur des objets dans la globalité. Alors que les tools, ça va être en mode édition, c'est plutôt des outils de modélisation ou de génération qui vont vous aider dans la conception de vos objets. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça permet facilement de déployer des petits outils très facilement, basés sur le Geometry Node. C'est juste l'export, le livrable qui est différent. Soit je livre un modifier sur les objets, soit je livre un tool sur les éditions d'objets. Donc on a également quelques nouvelles nodes. La grosse nouveauté, c'est ceci, la petite démo quand on scroll, ça c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui est rendu possible avec le repeat. Le repeat c'est quoi? C'est un node qui permet de répéter X itérations. Donc je vais reprendre par exemple, hop là, cet exemple-là, je vais retourner dans les modifiers. Je ne sais pas si le CTRL-V fonctionne dans le type modifier. Imaginons que j'ai par défaut, je vais supprimer tout ça. Par défaut, on va dire que j'ai un cube. Voilà. Je pourrais ici rajouter un node de type repeat. Et ça va se présenter comme ceci. On a une zone d'interprétation. Donc la zone d'interprétation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'il y a dans cette zone-là va être répété X fois. Le X étant le nombre d'itérations. Et ça, c'est un mode de définir. Donc si je fais géométrie, je vais faire extrusion, subdivision, par exemple, comme ceci. Tac.
et je relis ma géométrie. Là, automatiquement, quand je vais augmenter les répétitions, vous voyez, c'est exactement ce que je faisais tout à l'heure à la main, sauf que là, je peux le faire ici, dans une itération. Je peux prendre un attribut que je peux récupérer ailleurs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. À ne pas confondre avec la Simulation Zone qu'on avait avant. Mais la Simulation Zone, ça marche comment? C'est un petit peu le même principe, sauf que cette itération est gérée automatiquement à la frame, en fonction de la durée de ma scène Blender, alors que là, je peux vraiment le gérer comme je veux. Je pourrais même exposer cet attribut, exactement comme dans le tool. D'ailleurs, je ne vais pas montrer, hein, mais dans le tool, je peux exposer des attributs pour les avoir en bas à gauche, comme quand je fais des éditions classiques. Mais je ferai des vidéos dessus un petit peu plus poussées, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est une nouvelle possibilité, la repeat zone, pour répéter plusieurs actions, gérer les entrées, gérer les sorties et générer un modifieur par rapport à ça. Donc ça, c'est également très intéressant. Je descends un tout petit peu. Donc voilà, on a également des modifications sur les rotations avec des conversions Euler automatiques. Le O-Snap, donc ça c'est un nouvel outil de snapping qui permet maintenant de définir automatiquement, enfin du moins à la main, un point de snap. On avait pas mal de soucis avant. Imaginons que voilà, j'ai ceci et je veux aligner mon cube, par exemple ce point-là, sur ce point-là. Et bien avant j'étais embêté. Avant, comment ça se passait? Je passais en mode snap, je faisais ça, je devais passer en vertex, et là je devais espérer, vous voyez, que ça se snap au bon point. Ça va pas du tout. Vous voyez, des fois ça passe à travers, des fois ça passe dessus, des fois ça passe dedans. Je vais rescale, ce sera plus simple. Vous voyez, imaginons que là je ne veuille pas snapper mon point d'en haut, mais mon point d'en bas. J'avais pas de possibilité. Maintenant avec la touche B, pour ajouter un point de snapping, tac, je vais lui dire c'est mon point en bas à gauche que je veux que tu snappes. Et là j'ai plus de problème. Automatiquement ce sera toujours mon point en bas à gauche qui sera snappé sur mon objet. Donc ça c'est ultra intéressant. Et c'est très pratique. Donc on a quelques modifications également sur la dynamique des curseurs en fonction des différents types de modifications que vous faites. Par exemple pour mesurer les objets ou autres, on va avoir des visuels différents. Donc ça en termes de XUI, c'est quand même pas mal. Donc là c'est également une démo sur le snapping. Et ensuite, quelques modifications en termes du XUI très généraux. On a maintenant possibilité d'avoir une barre search par défaut présente partout à chaque fois que vous voulez rajouter un objet. Donc c'est vraiment dans tous les menus, donc ça c'est vraiment cool. On a même une sorte d'historique sur ça, je crois qu'il le présente, il le présente juste ici. Par défaut, ça va vous mettre les dernières recherches que vous avez effectuées, donc ça c'est assez intéressant. Les modifieurs totalement changés en termes de visuel. Avant on avait plusieurs catégories présentes dès le début. Maintenant, on a tout simplement un add modifier et les catégories se font ici. Donc ça, au début, le changement est peut-être un petit peu difficile à comprendre et à savoir pourquoi ils ont fait ça, mais ça permet d'homogénéiser avec ce qu'il y avait sur le reste du soft. Donc je pourrais faire un Shift A ici dans les modifiers et j'aurai exactement quelque chose qui ressemble à ce qu'on a dans la vue 3D. Donc ça, c'est vraiment cool. Et vu qu'on commence à avoir beaucoup de modifiers, en termes d'ergonomie, c'est quand même plus intéressant de regrouper par catégorie les éléments plutôt que tout afficher d'un coup. Donc c'est juste un coup de main à prendre. Bon, c'est pas gênant et ça permettra également de déployer un petit peu plus toutes les géométries de notre propre R et vous pourrez même déployer vos propres outils directement ici. Donc c'est quand même intéressant. Et on a également des modifications de recherche. Bon, ça c'est pas ultra intéressant. Je fais comme étouffe aujourd'hui. C'est pas ultra intéressant, mais ça a le mérite d'exister. En termes du XUI, on a des changements sur les polices, sur les tailles, etc., etc. Bon, ça c'est peut-être un petit peu moins intéressant pour vous. Beaucoup de changements sur les keymaps, donc sur les raccourcis clavier, notamment sur le sculpt mode et sur les peintures. Donc ça c'est ultra cool également parce que c'est beaucoup plus homogène avec le reste du logiciel. On a l'introduction des collections qu'on avait sur les layers dans l'Outliner par exemple, maintenant dans le rig pour le système de Bone. Donc ça c'est quand même très intéressant. En ce qui concerne l'animation, le Graph Editor, plein de modifications en termes d'ajustement. Maintenant on peut facilement faire des dégradés d'entrée ou de sortie sur un ensemble keyframe, des offsets, des changements d'échelle pour faire des sortes de plateaux, vous voyez, pour aplatir. Avant on devait faire des rescale en 0 individuellement, maintenant on a un truc automatique, on a des trucs pour push, on a des trucs pour offsetter tout en gardant les clés. Donc ça c'est vraiment cool. Et également dans une perspective d'évolution pour l'USD. L'USD vous connaissez, c'est un format universel de description de scènes introduit, proposé, développé par Pixar et qui est utilisé de plus en plus parce que
Ça permet de donner des informations entre logiciels sans se prendre la tête sur le format d'interprétation, qu'est-ce qui est compatible, etc., etc. Donc la promesse, c'est que ce soit compatible avec tout. Et du coup, on a une sorte de mini-moteur intégré, hein, qui est le Hydra Storm et qui est compatible avec l'USD. C'est juste un petit add-on à activer, mais du coup, c'est un moteur de rendu qui sera présent en plus de Cycles, Eevee et le Workbench présent par défaut et qui est compatible 100% USD, donc ça c'est vraiment cool. Et ils ont mis à jour également la bibliothèque de base mesh qui était proposée par Blender, qui était un petit peu moins fournie et qui vous permet de pas partir de zéro si vous voulez vous entraîner sur du skinning, sur du surfacing en faisant des UV, sur du sculpt, sur du groom, etc., etc. Vous avez une version un petit peu plus réaliste, un petit peu plus cartoon, avec des bases mesh qui sont assez bien faits en termes de topo et de flow pour les déformations. Rien ne vous empêche de modifier ça, mais au moins vous partez pas de zéro, et c'est quand même assez cool. Et ils nous promettent que Blender est industry ready. Pour moi, pas à 100%, du moins pas dans tous les domaines qu'il couvre, mais c'est un très grand pas vers ça, notamment avec le light linking, donc ça c'est vraiment cool. Comme je disais, pour moi ça aurait dû être introduit depuis déjà très longtemps parce que c'était une très grosse lacune, et on a énormément de modifications, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités principales, donc là, cette nouvelle version est vraiment cool, les features sont super intéressantes, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez tester ça dans votre coin, normalement tout est stable, moi je l'ai pas mal éprouvé, j'ai pas eu de gros soucis. Déjà, la bêta était assez stable de mon côté. Là, j'ai pas eu de crash ou de choses qui m'ont surpris sur la 4.0. Vous pouvez ouvrir, en théorie, toutes vos anciennes scènes dans la 4.0. C'est rétrocompatible. Il y a des petits changements sur les shaders. Peut-être que vous allez perdre un petit peu d'informations. Il faudra remodifier des choses sur ça si vous avez fait des shaders très poussés. Mais sinon, il ne devrait pas y avoir de problème. J'espère que la vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien sur Blender. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!